L'atelier Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui le lin. Alors lin d'ici, lin d'ailleurs, puisque on va parler de celui qu'on connaît bien et qui sert par exemple à faire des draps et des chemises, entre autres. Et puis on va aussi parler du lin de Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est parti, c'est tout chaud et c'est Radio Gréno. Alors le lin, il a été très cultivé dans la périphérie de Lourdes et il faisait partie des revenus que pouvaient tirer les gens des terres. Les terres à blé, c'était les terres les plus riches et c'était celles qui se situaient dans la région de Tarbes. Et puis quand on était sur des terrains moins riches comme les plaines issues de déchets glaciaires, un peu plus caillouteuses et un peu moins porteuses d'humus, eh bien on cultivait du lin pour faire des textiles. Avoir beaucoup de linge chez soi, c'était important à une époque où il n'y avait pas de machine à laver et où si on faisait la lessive en plein hiver dehors, on risquait d'attraper, comme on disait, la mort, puisque l'eau était très froide et qu'il n'y avait guère que les lavoirs pour pouvoir faire la lessive. Donc le principe d'un trousseau, c'était d'avoir suffisamment de draps, de chemises, de linge de corps pour pouvoir se changer pendant toute la saison froide sans avoir à faire de lessive, d'où les trousseaux qui comprenaient une douzaine de draps, une douzaine de chemises. Et à mesure que le linge était sali, en fait, on le stockait souvent dans une pièce à part, c'était le grenier. Et puis, on faisait la lessive au printemps. Alors, il y a une anecdote par rapport à ça, c'est que on attendait que la Marie-Blanque arrive. Alors, la Marie-Blanque, c'est le vautour blanc qui s'appelle le percnoptère. Et quand la Marie-Blanque arrivait de son séjour en Égypte, puisque c'est un vautour migrateur, on savait qu'il était temps de faire la lessive. Alors je pense que ça avait quelque chose à voir avec la température de l'eau. Et toujours est-il que les dames se retrouvaient donc au lavoir ou au bord de la rivière. Et le lavoir dont on disait que c'était l'endroit où on lavait le linge et où on salissait les gens. Alors ce qui est émouvant quelquefois, c'est que on trouve en bordure de champ quelques-unes des petites fleurs bleues du lin. Alors ce sont des fleurs aériennes très très jolies, d'un bleu céleste. Et quelquefois ces fleurs se ressèment depuis des dizaines d'années et elles témoignent en fait qu'il y a longtemps, eh bien, il y avait une culture de lin dans ces champs. Alors le lin, il a des propriétés qui sont intéressantes si on l'emploie par exemple comme engrais vert. C'est une plante qui envoie les racines très loin dans le sol et jusqu'à 1 mètre de profondeur. Des racines très puissantes qui vont pouvoir décompacter le sol. Alors ça peut être quelque chose d'intéressant si on a un sol argileux. Donc on va semer du lin, on va essayer de lutter quand même contre les herbes puisque le lin n'aime pas du tout la concurrence des herbes et donc ça demandait quand même un peu de travail et il fallait désherber et à l'époque c'était à la main. Mais à la suite de ça, donc votre plante va pousser et vous allez pouvoir la faucher et l'incorporer dans le sol, ce qui fait que non seulement le sol sera compacté, mais les tiges vont apporter de l'humus, donc que du bonheur. Et en plus, vous profiterez des fleurs, donc c'est parfait. Alors revenons au commencement. Le lin est cultivé depuis très très longtemps par l'homme. On trouve les premières traces de culture de lin en Asie mineure, il y a 9000 ans, et il était surtout cultivé pour l'huile, puisque ça fait partie des dérivés du lin. Alors l'huile, on l'a remise dans le commerce depuis quelques années. On l'en avait éliminé parce on conservait assez mal cette huile et c'est vrai qu'une fois oxydée, elle pouvait se révéler toxique pour l'homme. Mais maintenant, si vous allez en Coop Bio, par exemple, vous allez en trouver et c'est une huile qui a beaucoup de qualité et qui est chargée, si je me souviens bien, en oméga 3 de façon assez significative. Ensuite, le lin a été cultivé en Égypte et vous devez le savoir, on en a trouvé des vestiges dans les pyramides. Et on le voit aussi sur les représentations. Les gens riches avaient des tenues en lin qui étaient un peu transparentes. C'était le signe que le lin était extrêmement fin et qu'on avait presque affaire à un produit de luxe. Alors en effet, quand on prépare les fibres de lin, on peut avoir différentes grosseurs de fibres et elles sont souvent triées, ce qui permet d'avoir des lins très fins, mais d'autre part des lins nettement plus grossiers qui pouvaient servir par exemple à faire des toiles de sac ou des draps un peu grossiers aussi. Alors comment ça se passe quand le lin a poussé, qu'il est mûr, que les fleurs se sont transformées en
en petites capsules rondes. On va l'arracher. Alors pourquoi on l'arrache? Parce qu'en fait, on ne veut pas perdre les quelques centimètres qui sont au-dessus du sol et que l'on perdrait irrémédiablement si on se contentait de le couper. Donc on l'arrache et on le couche au sol, puisque le lin en fait est composé de la manière suivante. À l'intérieur donc de la tige, il y a les fibres, et puis tout autour il y a un genre d'écorce qui est un peu dure, et la difficulté consiste à la séparer de la fibre qui intéresse pour le tissage. Alors le moyen que les hommes ont trouvé en fait, c'est de le laisser au sol et de laisser le lin donc bien rangé au sol et de l'exposer au soleil et surtout aux intempéries. Alors l'intérêt de ce procédé, c'est qu'en fait la pluie par exemple qui va tomber sur les tiges de lin va faire gonfler ce qu'on appelle le mucilage, c'est-à-dire un genre de gelée qui se trouve entre l'écorce et les fibres, et ça va petit à petit décoller l'écorce. Alors s'il ne pleut pas assez, un des procédés qui peut être utilisé aussi, c'est d'immerger le lin dans de l'eau, dans des réservoirs, dans des citernes, de façon à ce que ce procédé se passe. Alors rouissage, c'est vrai que du coup la fibre devient un peu rousse. Et quand le processus est terminé, on va taper les fibres de lin de façon à détacher cette écorce des fibres. Alors cette opération s'appelle le taillage. Alors quand on avait ici culture de lin, ça se faisait souvent avec des genres de couteaux, de hachoirs en bois que l'on peut voir encore si on va par exemple au musée de Lourdes. Il y a une très bonne collection ethnographique. Et donc on imaginait un peu comme un couteau à pain mais dont la lame serait en bois, et on passait toute la longueur de la plante dans ce couteau, et petit à petit l'écorce tombait sous forme de petits morceaux, ce qu'on appelle maintenant la paillette de lin, et qui est utilisée par exemple comme paillage dans des plates-bandes. Alors la paillette de lin, moi je vous la recommande d'abord parce qu'elle est très esthétique. Elle est gris crème pour commencer, et puis elle grise au fil des semaines, mais elle a surtout l'avantage que petit à petit elle s'incorpore au sol et qu'elle apporte en fait de l'us aux plates-bandes. Très esthétique, c'est un matériau qui est très fin et qui en plus ne s'envole pas, c'est assez curieux. Et on peut même l'utiliser par exemple sur des balcons pour économiser l'eau dans les pots et dans les jardinières. Alors une fois que la fibre de lin était détachée, on l'a peignée, alors toujours pareil avec des peignes en bois. Alors pas par plaisir, mais aussi parce que les métaux étaient des matériaux qui étaient très rares et on les économisait. Donc petit à petit on peignait ces fibres et on séparait les fibres très fines des autres, vu que bon on fabriquait pas forcément les mêmes choses. Alors une des ruses qu'utilisaient les dames qui tissaient et qui souvent étaient de conditions modestes, c'est que quand elles se fabriquaient des chemises, en fait toutes les parties qui dépassaient étaient faites du lin le plus fin. Alors ça permettait de montrer son savoir-faire, hein. Mais après le corps et les parties qui étaient cachées par les robes ou par les juste au corps, et ben c'était des parties qui étaient en lin beaucoup plus grossier. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez aussi voir au musée de Lourdes, et c'est assez intéressant. Il y a une collection de costumes qui est très belle, et ça vous fait aussi toucher du doigt qu'à l'époque on ne devait pas manger beaucoup, parce que bon, je pense que la moyenne des tailles des robes de femmes qui sont exposées ou des vêtements de femmes qui sont exposés, ça doit être entre 34 et 36, hein. Autant qu'on puisse juger à vue d'œil, et je ne suis pas vendeuse, donc c'est une approximation. Voilà, donc toile de lin en fait a des grandes qualités. Elle est isolante. Alors on connaît ses qualités de fraîcheur au cœur de l'été, mais on ignore que en hiver elle a aussi des qualités qui lui permettent d'isoler du froid. Ce qui expliquait qu'avant aussi on avait des chemises en lin sous des vêtements un peu plus chauds. Alors ces qualités d'isolation, elles sont utilisées maintenant dans la construction. Par exemple, on s'en sert pour faire des panneaux isolants. Et puis c'est un matériau aussi qui résiste très bien à l'humidité
l'humidité, qui ne pourrit pas l'humidité, d'où le traitement du rouissage dont je parlais tout à l'heure. Et ces qualités ont fait qu'elles ont été utilisées en plomberie sous forme de filasse. La filasse, ce n'est autre que du lin. Et on s'en sert aussi pour armer des bétons à la place de la laine de verre. C'est un usage qui est peu connu, mais qui est intéressant. Alors ça peut aussi servir à faire de la pâte à papier. Et bien sûr, il y a l'huile dont je vous parlais tout à l'heure. Alors l'huile a donné lieu à un produit assez inattendu qui a été inventé en 1860. Il s'agit du linoléum. Alors dans le linoléum, on reconnaît le mot lin. Lin et oléum, c'est l'huile. C'est un matériau qui est sain, qui a précédé les revêtements en vinyle que l'on connaît déjà, mais il est remis en service parce qu'en fait il a des bonnes qualités hygiéniques et il est extrêmement solide. Alors la fabrication actuelle se trouve surtout en Allemagne. Alors comment se fabrique le linoléum? D'abord il faut une toile imperméabilisée et sur cette toile imperméabilisée on va étendre une couche de poudre de bois mélangée avec ou de liège mélangée avec de l'huile et de lin et des pigments, et on peut arriver à des choses assez exceptionnelles. Moi j'ai connu personnellement un linoléum qui avait dû être fait au début du XXe siècle et qui imitait parfaitement un tapis avec tous les motifs. C'était vraiment très très beau. Donc on peut faire des choses assez exceptionnelles avec cette huile de lin, donc sous forme de linoléum. Alors avant que les forêts soient plantées dans la plaine de Lourdes, et les forêts c'était souvent des arbres qui sont arrivés au milieu du 19e siècle depuis l'Amérique du Nord, la plaine se présentait de la façon suivante. Donc il y avait les cultures de lin bleu et puis au fond on apercevait la ligne blanche des carrières, et certains racontent que déjà la plaine de Lourdes était sous les couleurs mariales, blanche et bleue. Je trouve l'image assez sympathique. Alors qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi y a-t-il plus de lin? Eh ben l'un des problèmes, déjà ça a été une question de mode. Le coton à un moment s'est avéré beaucoup moins cher. Et puis ici il y a une mécanisation qui ne s'est pas faite alors qu'il y a dans le nord des métiers à tisser mécaniques et que le lin aussi est tissé en Irlande et en Belgique. Ici on est resté sur du métier individuel et sur du métier qu'on trouvait dans les maisons et puis souvent fabriqué en bois, et le relais n'a pas été pris. Je pense aussi, enfin c'est personnel, que la culture du maïs aussi a occupé des terres à partir du milieu du 19e siècle, et que ça s'est peut-être avéré plus intéressant de faire venir du maïs qui pouvait permettre de lutter contre la malnutrition plutôt que du lin. Voilà, puis la destination aussi de Lourdes a changé. Beaucoup de gens qui travaillaient dans l'agriculture se sont tournés vers l'accueil des pèlerins, et donc il y a eu une modification des métiers. Alors ce qui est intéressant à savoir par contre, c'est que tous ces draps qui ont servi à l'hôtellerie en fait ont donné lieu à des métiers de lavandière, et en particulier dans la vallée de Batte-sur-Guerre, où il y avait tout un transport à partir de voitures ou d'ânes depuis Lourdes jusqu'à cette vallée de Batte-sur-Guerre, qui est connue pour ses nombreux lavoirs, en particulier dans le village d'Omex, et puis ces prairies où on étalait le linge pour le faire sécher. Et donc on partait de Lourdes avec les draps à laver et on les redescendait pliés et bien séchés depuis Omex, et puis voilà. C'était une façon pour les gens des villages environnants de gagner de l'argent, et les habitants de Lourdes du coup se consacraient davantage à l'accueil et à la restauration des pèlerins. Alors maintenant, si vous voulez inviter le lin chez vous, vous pouvez aller voir dans le rayon des engrais verts, mais également vous pouvez vous fournir en lin blanc ou en lin brun dans les copes bio, vous trouverez ça couramment. Ce sont des graines qui sont utilisées par exemple en injonction dans les salades ou pour faire du pain. Voilà. Et puis vous pouvez aussi inviter chez vous un lin un peu différent qui est le lin de Nouvelle-Zélande. Alors ça fait partie des choses que l'on demandait aux explorateurs, c'était de trouver de nouvelles plantes textiles et de nouvelles plantes comestibles de façon à améliorer l'économie des pays qui envoyaient les explorateurs.
Et c'est ainsi qu'on a découvert ce lin qui a des qualités textiles, mais que finalement on n'a pas utilisé chez nous de cette façon-là, mais plutôt de façon décorative. Alors il s'appelle Phormium, qui veut dire osier, et tenax, Phormium tenax, c'est-à-dire osier tenace. C'est une plante à très grandes feuilles longues qui peut avoir différentes couleurs, qui est très décorative et que l'on trouve de plus en plus souvent dans les plates-bandes de nos villes. Il y a des formes naines que vous pouvez inviter chez vous ou mettre en jardinière ou dans des grands pots de fleurs sur les terrasses. Et puis vous avez des formats beaucoup plus importants, des feuilles qui avoisinent les 1m20, 1m50, qui peuvent être pourpre ou panaché. Enfin, vous trouverez certainement votre bonheur là-dedans. Voilà, mais je vous dis à bientôt. C'était Annick Baléry pour Radio Gréno. Portez-vous bien.